et ce qui nous permet de souhaiter la bienvenue à tous et à tous pour ce 45 minutes de décryptage qui n'est pas vraiment un 45 minutes puisqu'on l'a prolongé sur une durée d'1 heure, puisque aujourd'hui nous allons aborder le sixième cycle de certification avec des premiers enseignements qui seront présentés par Antoine et surtout les retours d'expérience. Et nous remercions vraiment chaleureusement l'Achat des Saint-Sauveur et le SMR Saint-Claude qui vont nous partager leur retour d'expérience autour d'une petite table ronde et d'un temps d'échange avec les participants. Alors, pour ce 60 minutes, ce 45 minutes transformé en 60 minutes, donc je serai accompagnée d'Antoine Biron, que vous connaissez Bonjour à bien, tous. de Christelle Kilicini et d'Agnès Courcel de l'HAD Saint-Sauveur. Merci encore une nouvelle fois, mesdames, de votre participation. Et de Romain Guéné du SMR Saint-Claude. Merci, Romain, de votre participation. Comme à chaque fois, le 45 minutes, c'est un temps aussi pour échanger et partager, d'autant plus que là, on va avoir des retours d'expérience. Donc, l'objectif de ce 45 minutes, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous qui êtes connectés aujourd'hui. Vous êtes nombreux, donc n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long du webinaire. Et puis, on prendra un temps de questions-réponses avec les intervenants en fin de webinaire. Comme à chaque fois, ce 45 minutes est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube en replay. Alors, comme je vous le disais au programme de ce 45 minutes, un temps présenté par Antoine sur les enseignements des premières décisions du sixième cycle. On a un petit peu de recul qui nous permet d'avoir des premières infos à vous partager. Un focus assez conséquent sur les deux retours d'expérience de ces deux établissements en région Pays de la Loire, avec le temps de questions-réponses avec vous, et puis bien entendu un temps sur les ressources mobilisables, et puis un petit focus sur le calendrier des prochains 45 minutes. Donc sans plus attendre, pour nous laisser vraiment le temps aux deux retours d'expérience, je vais laisser la parole à Antoine, qui va aborder les enseignements des premières décisions. Donc effectivement, Noémie, on a des premières tendances nationales, puisque au niveau de la région, on n'a que 6 établissements qui ont été certifiés selon le sixième cycle. Néanmoins, au niveau national, donc il y a 72 premiers établissements qui ont eu une décision de certification. Sur ces 72 établissements, il y a 65%, la plus grande partie, avec une qualité des soins confirmée, et puis 11% des établissements qui sont certifiés avec une haute qualité des soins. Et puis on a également en parallèle 17% des établissements qui sont certifiés sous condition, et puis 7% des établissements qui sont non certifiés. La particularité, c'est que une grande partie de ces 72 établissements n'ont pas eu de cinquième cycle. Ils sont passés directement de la V 2014 à la V 2025, puisque la majorité était certifiée A, donc ils avaient 6 ans entre deux visites, et puis avec la période post-Covid, il y a eu aussi des décalages avec la Haute Autorité de Santé. Si on va plus dans le détail au niveau des moyennes par chapitre, au niveau de ce sixième cycle et des 72 premières décisions, on voit que c'est assez homogène entre les 3 chapitres. Donc, chapitre 1, 90% de score pour l'instant. Chapitre 2, 91. Et puis, chapitre 3, 88. Et les premières tendances qu'on peut déjà voir, c'est que par rapport aux premières visites qui avaient eu lieu en V 2020, sur le premier chapitre, on a une baisse de 9% enfin, une baisse de 9 points par rapport à avant, par rapport à maintenant. Et sur chapitre 3, on a une baisse de 6 points, ce qui permet d'avoir plus de cohérence de score par rapport à la décision, puisque sur le cinquième cycle, il y avait parfois pour certains établissements un score élevé chapitre 1 et chapitre 3 qui ne correspondait pas vraiment au niveau de décision. Si on va un peu plus dans le détail, avec les objectifs, la moyenne des 12 nouveaux objectifs, puisque ce ne sont pas les mêmes qu'en cinquième cycle, et les 5 objectifs qui sont un peu en deçà des 12, on a l'objectif 1.2 sur l'information du patient et de son entourage, l'objectif 1.4 sur l'implication du patient, le partenariat patient et toute cette notion d'expérience patient, l'objectif 2.4 sur comment les équipes s'emparent des résultats d'amélioration des pratiques, et le chapitre 3.1
comment la gouvernance manage par la qualité dans l'établissement. Et puis le dernier objectif, le 3.4, qui correspond aux soins éco-responsables et à l'innovation avec notamment l'intelligence artificielle. Donc, alors même si ces objectifs ne sont pas les mêmes que ceux du cinquième cycle, néanmoins, les critères qui composent l'objectif 1.2, 1.4, 3.4 et 3.1, ce sont déjà des critères pour lesquels le score était moindre sur le cinquième cycle. Donc, il y a quand même une certaine continuité, même si ce ne sont pas les mêmes objectifs. Les critères qu'on retrouve derrière ces objectifs, c'était les critères qui étaient qui avaient un moins bon score sur l'ancien cycle. Sur le dernier objectif, le 3.4, comme ce sont des nouveaux critères, comme c'est nouveau pour les établissements, forcément, il y a une baisse de cet objectif. Après, si on va encore un peu plus dans le détail, on arrive au niveau des critères. Donc, on a sélectionné plutôt les critères impératifs. Et le critère impératif 3.04 sur la déclaration des UES, dont les presses accidents, pour l'instant, il y a 26% des établissements qui ne répondent pas aux attendus de la Haute Autorité de Santé. Donc, critère pour l'ensemble des établissements. Le deuxième critère, où les établissements répondent le moins aux attendus, c'est un critère spécifique pour la psychiatrie et la santé mentale, sur l'isolement et la contention, avec un établissement sur cinq. Le troisième critère, donc tout établissement, les urgences vitales, 18% pour l'instant des établissements. Et enfin, l'examen somatique en psychiatrie, 13% des établissements pour l'instant ne répondent pas aux attendus. Mais là, on est vraiment sur une niche sur la psychiatrie, puisque on n'a que 72 établissements au niveau national et encore moindre au niveau de la psychiatrie. Et après, le dernier graphique sur le nombre d'anomalies. Donc pour l'instant, il y a un peu plus de 800 anomalies sur tout ce qui concerne l'intimité et la dignité, 600 sur les urgences vitales, et ensuite aux environs de 250, tout ce qui concerne les prescriptions d'antibiotiques, la déclaration des UI et presque accidents, et puis également tout ce qui concerne l'hygiène des mains. Donc voilà sur les premières tendances qu'on a récupérées auprès de la Haute Autorité de Santé. Peut-être sur les fiches anomalies, sur l'occurrence, il y a une particularité sur le sixième cycle. Oui, c'est que là, le graphique parle du nombre d'anomalies, sachant que plusieurs anomalies vont alimenter une seule fiche anomalie. Donc, dans la réalité, il n'y a pas autant de fiches d'anomalies, mais l'HS, pour l'instant, a fait un point sur le nombre d'anomalies et pas encore sur le nombre de fiches d'anomalies. Et ils vont creuser encore ce nombre d'anomalies. Ils vont essayer de faire le nombre d'anomalies par élément d'évaluation du critère impératif, pour savoir quels sont les éléments d'évaluation qui sont les plus producteurs, entre guillemets, d'anomalies. Pour pouvoir cibler un peu plus les résultats et puis pouvoir aussi accompagner plus les établissements avec les différents types de documents qu'ils peuvent produire. Euh, un point important sur comment la HAS détermine la décision de certification. En fait, la commission de certification, qui est pluriprofessionnelle au sein de la HAS, elle va prendre en compte 5 éléments pour pouvoir proposer une décision de certification qui, elle, sera validée ou non par le collège de la HAS. Donc, les 5 éléments qui vont permettre à la commission de certification de proposer un niveau de décision, c'est l'écart entre les résultats attendus, puisque pour la HAS, la cible, c'est 100%, et puis les résultats qu'a obtenu l'établissement lors de la visite de certification. Donc là, c'est le premier élément qui va permettre de donner une idée de la décision. Le deuxième élément qui va compléter, c'est l'existence de pratiques d'organisation à risque à la fois pour les patients et les professionnels. Également la récurrence d'insuffisances déjà signalées, donc avec les précédentes certifications et puis les données issues des IQSS, la criticité des anomalies qui sont éventuellement constatées, et puis également les observations de l'établissement sur la phase contradictoire. Et tout ça, en fait, va permettre de donner une décision de certification pour l'établissement. Donc, la nouveauté du sixième cycle, c'est que les établissements qui sont certifiés haute qualité des soins ou qualité des soins confirmés ont une certification valable 4 ans.
Et pour les établissements sous condition et non certifiés, ils ont un délai maximum de 2 ans entre chaque visite de certification. Donc voilà, donc faut bien comprendre que le seul score ne va pas déterminer le niveau de décision. Et une nouveauté également sur le 6e cycle, c'est que dorénavant, le rapport de certification complet est disponible publiquement sur le site de la HAS et ce rapport inclut la cotation de tous les critères, quel que soit le niveau de certification, puisque jusqu'au 5e cycle, les établissements sous condition et non certifiés, il n'y avait pas le résultat de leur score. Donc dorénavant, quel que soit le niveau de décision, il y a l'ensemble des critères, enfin, l'ensemble des scores des critères qui sont disponibles, à l'exception des critères en lien avec le numérique, donc les trois critères, le 3.1-07 jusqu'à 3.1-09, ces trois critères n'apparaissent pas dans le rapport public, mais est disponible bien évidemment à l'établissement. Par contre, la cotation du critère 3.1 prend en compte l'ensemble des critères de cet objectif, y compris les critères numériques. Et les fiches Nomali sont disponibles dorénavant dans Calista. Donc ça, c'est une nouveauté 2000, nouveau cycle. Et enfin, pour terminer sur quelques éléments informatifs, il y a un document enfin, qui est élaboré par la Haute Autorité de Santé et qui recense toute l'aide à la cotation, à la cohérence des cotations. Et ça permet pour les établissements, en amont de la visite, de valider en interne les différents éléments d'évaluation et les différents critères pour voir ceux qui sont ou non applicables. Et on a donné deux exemples sur l'isolement et la contention. Ce critère est applicable à la psychiatrie santé mentale pour les établissements qui sont autorisés en soins sans consentement, donc c'est le critère 3, 2.3-14. Et puis sur les transferts évitables des personnes âgées, donc le 3.3-05, il est applicable dès lors que l'établissement accueille des patients au-delà de 75 ans. Voilà, donc c'est un document à prendre connaissance parce qu'il permet justement de voir si sur tel ou tel critère et tel ou tel élément d'évaluation, votre établissement est oui ou non applicable et ça permet de faciliter aussi la discussion en visite de certification. Donc c'est vraiment un document qu'on vous conseille de prendre connaissance parce qu'il vous oriente bien sur comment euh, comprendre la lecture notamment des critères impératifs et non impératifs. Donc voilà sur cette première partie introductive avec les premiers enseignements, on va dire un petit peu théoriques, qui nous ont été proposés via notre fédération, la FORA, par la Haute Autorité de Santé. Et maintenant, on va passer au retour d'expérience des deux établissements qui ont répondu positivement à notre proposition de participer à ce 45 minutes. Merci beaucoup Antoine. Donc c'est quand même toujours instructif d'avoir cette première photographie, même si effectivement tu l'as bien souligné, on n'est pas une temporalité, une prise de recul extrêmement importante de ce 6e cycle, mais on peut observer quand même deux éléments importants. C'est qu'on a une vraie continuité de regard de la Haute Autorité de Santé par rapport au 5e cycle sur la question de l'implication des patients. Sur deuxièmement l'appropriation par les équipes et on va pas mal en échanger avec nos deux établissements et puis des exigences quand même plus approfondies sur un certain nombre de critères impératifs avec un regard plus aigu, un regard plus affûté de la HS sur ces sujets. Alors au-delà de ces éléments, on va dire chiffrés, de données chiffrées, l'objectif de ce 45 minutes, c'était aussi de pouvoir avoir un retour plus qualitatif de vécu de deux établissements. Euh, donc avec le retour d'expérience de l'HAD Saint-Sauveur et du SMR Saint-Claude, avec lequel on va faire un jeu de questions-réponses. Ce que je te propose, Antoine, c'est de dire quelques mots de Oui, présentation pour laisser toute la place à ces deux établissements pour voilà, partager leur tout à fait. expérience. Donc, d'un côté, on a l'HAD Saint-Sauveur, donc avec Christelle, responsable qualité et gestion des risques au sein de l'établissement, qui est accompagnée d'Agnès, cadre de santé. Et un petit peu pour connaître plus précisément cet HAD, il y a à peu près 152 patients qui ont été suivis en moyenne par jour en 2025. Et au niveau de leur expertise, il y a une HAD socle de médecine polyvalente donc qui accueille des patients
à partir des enfants au-delà de 3 ans, adultes et personnes âgées. Et puis il y a 3 mentions spécifiques, une mention pédiatrie pour les enfants âgés de moins de 3 ans, une mention anté-postpartum et puis une mention réadaptation. Et puis à l'issue de la visite, cet établissement a été certifié haute qualité des soins pour 4 ans. Et puis on a également le deuxième établissement, donc le centre Saint-Claude, avec Romain, responsable qualité chargé de projet. Un établissement de 65 lits d'hospitalisation complète, de SMR polyvalent gériatrie, 10 lits d'unité cognitivo-comportementative, et puis 4 places d'hôpital de jour, et avec 3 grands domaines d'expertise, la gériatrie, les soins palliatifs, et puis les troubles sévères du comportement associés à la démence, et puis établissement certifié qualité des soins pour 4 ans également. Donc déjà, toutes nos félicitations Oui. à ces Euh, 3 établissements. et après, rapidement, plus un visu certification. Donc pour les 2 établissements, 4 jours, HAD Saint-Sauveur, 3 experts visiteurs plus un expert numérique, Saint-Claude, 2 experts plus un numérique, les fichiers Alemany 1 à 9, l'audit système 11 des 2 côtés, le patient traceur 5 et 3, le parcours traceur 4 et 2, et puis les traceurs ciblés 9 et 7. Voilà, de toute façon, vous aurez le diaporama à disposition pour reprendre les éléments un petit peu de la visite. Donc voilà un petit peu en 2 diapositives la présentation de leur calendrier de visite un petit peu, et puis l'établissement en question, enfin les 2 établissements en question. Et nous allons pouvoir passer à la table ronde et nous allons voilà, pouvoir départager l'écran. Et puis n'hésitez pas à allumer vos caméras pour que à la fois au niveau de Caliral et puis des 2 établissements en retour d'expérience puissent voir vos différents visages. Voilà. Merci Antoine. Alors encore de nouveau merci aux équipes de l'HAD Saint-Sauveur et du SMR Saint-Claude de se prêter au jeu de cette table ronde. Alors la particularité de vos 2 établissements, c'est que vous n'avez pas vécu le 5e cycle de la certification des établissements de santé, mais que vous êtes passé de l'ancienne version dite2020. 2020, pardon, à ce 6e cycle de certification. Donc j'ai presque envie de commencer par une première question. Et je vais commencer par l'achat des Saint-Sauveur. C'est comment concrètement vous avez accompagné l'appropriation du référentiel auprès des équipes? Alors effectivement, de notre côté, la dernière certification remontait à 2018, donc on était même rendu à 7 ans, puisqu'on devait passer en nouvelle certification en septembre 2024, et puis la HAS nous a informé d'un report pour septembre 2025. Donc on a eu une grosse marche à monter au cours de ces 7 ans, et avec en plus au niveau du timing de l'établissement, une reprise d'établissement par le groupe Helena Santé, on va dire à l'été 2024, qui s'est concrétisée réellement avec une fusion à l'été 2025. Donc aussi, on va dire, une gouvernance et des équipes relativement mobilisées sur cette transposition. Et on va dire que l'appropriation du manuel et de la démarche associée à ce nouveau référentiel, finalement, a été assez contrainte par le temps. Pour autant, on avait une dynamique qui avait déjà inclus la mise en place de méthodes d'évaluation en lien avec ces certifications, hein, où les cadres de santé réalisaient des patients traceurs au niveau de leurs unités de soins. Donc, les équipes étaient déjà habituées un peu à ce travail-là. Pour ce qui était de l'ordre des parcours traceurs et traceurs ciblés, on en faisait moins régulièrement. Donc, ça, c'était des méthodes qui étaient moins connues des équipes. Pour autant, du coup, la préparation, elle s'est réellement, je pense, faite concrètement pour les équipes par le biais des visites à blanc qu'on a pu faire. On a réalisé une visite à blanc, on va dire à 9 mois de notre vraie visite en décembre 2024, avec là effectivement réalisation de patients traceurs, parcours traceurs, traceurs ciblés, un peu avec quasiment le même dimensionnement que ce qu'on a eu en visite. Et une seconde visite à blanc au mois de mai, avec là aussi un dimensionnement assez équivalent à ce qu'on a retrouvé en visite, sachant que pour le coup, celle de décembre s'appuyait sur le manuel 2024 et qu'on a dû réajuster le tir en début d'année sur le manuel 2025 et encore réajuster à la marge dans un second temps aussi sur le premier trimestre. Donc ça s'est fait, on va dire, sur un timing un peu contraint à marche forcée. Un peu contraint, mais ça s'est bien fait. Ça s'est bien fait. Et avant de poser la même question à Romain Guéné, vous avez évoqué la question de la mobilisation de l'encadrement.
justement pour l'appropriation de ce référentiel. La particularité de ce sixième cycle, c'est les experts visiteurs rencontrent l'encadrement, en particulier pour pouvoir apprécier la façon dont eux-mêmes jouent un rôle et accompagnent les équipes dans l'appropriation des attendus. Quel a été le rôle pivot et comment cet encadrement s'est saisi à la fois de la visite, hein, du référentiel de la visite, mais plus globalement du management par la qualité au sein de votre établissement? Alors peut-être juste pour la partie préparation, je me permets de compléter, parce qu'au-delà des visites à blanc, on a quand même eu aussi un comité de pilotage de certification en lien avec des membres du CODIR et les cadres au sens large de l'établissement. Donc ça a aussi permis de piloter la démarche au-delà de la préparation des équipes. Et pour ce qui est du management, je vais laisser la parole à Agnès. Et le management, en ce qui concerne le management, donc effectivement, il y a eu ces visites à blanc qui ont été aussi essentielles. On a bien vu qu'à cette première visite, ça n'a pas du tout été à l'objectif. On a bien senti que c'était compliqué. Donc, à partir de là, voilà, on a remis un petit peu les choses en marche avec toute l'équipe d'encadrement. On s'est beaucoup aidé aussi de documents qu'on a pu aussi leur fournir un petit peu sur les questions-réponses qu'ils pourraient avoir. Donc, elles se sont bien intégrées et bien saisies un petit peu de tout ça. Mais je dirais que c'est essentiellement les visites à blanc. Et puis, le fait, je rejoins Christelle sur que toutes les semaines, on avait aussi notre copine où on essayait d'avancer avec elle sur cette même dynamique. Voilà. Merci, mesdames. Donc, une appropriation au long cours et à embarquer tout le monde à tous les niveaux, si je comprends bien. Voilà. De votre côté, Romain, sur le SMR Saint-Claude, le niveau équipe, le niveau encadrement, est-ce que c'est un vécu similaire ou est-ce que vous avez procédé de façon différente? Alors oui, on avait un peu le même format, Copil qualité RSE. On avait eu une première certif blanche, je dirais plutôt octobre-novembre 2025. Et donc on s'est adapté, on a refait une certif blanche. Bon, je les appelle comme ça, mais en fait c'est une semaine un peu intense où on essaye de se mettre en format visite. Et du coup, même chose à partir de mars 2025, on avait mis ça en place. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des sujets qu'on avait identifiés prioritaires, qu'on a refait, on a refait certaines méthodes jusqu'en septembre. En fait, je sais que juillet, août, on s'est pas arrêté. Dans le format encadrement, bon, nous, on est une petite équipe, mais et on l'a fait pour chaque audit système, enfin pour chaque méthode d'évaluation, c'est de préparer un peu dans le format guide, éléments de réponse, avec quand même, on n'essayait pas d'orienter totalement, mais il y avait un format plutôt préparé et valoriser ce qui était fait dans l'établissement. Alors c'est vrai que l'encadrement était bien au fait, mais c'est plus pour nos pros. Quand on parle de l'entretien professionnel, on avait fait un guide qui permettait aussi voilà, des fois pour les soignants de faire le lien entre la réalité du terrain et le vocabulaire HAS qui reste des fois, faut avoir le traducteur. Justement, je vais m'adresser plus particulièrement à Christelle et à vous, Romain, en tant que responsable qualité, chargé de mission qualité. Quel a été véritablement votre rôle? On sait que sur la visite, vous êtes peu rencontrés. Comment vous êtes positionné en amont pendant la visite, vis-à-vis, bien entendu, des experts visiteurs, mais aussi en accompagnement des équipes? Romain, je vous laisse poursuivre. Je continue. Alors c'est vrai que, alors pour le coup, moi j'ai juste connu une visite de suivi sur l'ancien manuel. Mais oui, on rencontre très peu les experts visiteurs. On est plus chef d'orchestre au sens où on organise quand même le calendrier, la préparation des patients traceurs, etc. Il y a ce côté-là à organiser, mais
Pour le reste, on est très peu rencontrés, quoi. Donc c'est d'essayer, je dis bien essayer parce que bon, peut-être qu'on en parlera après, mais euh, d'orienter aussi les experts visiteurs selon les patients, enfin patients traceurs. On se dit bon, ce jour-là, ce sera peut-être mieux au quatrième. Enfin, nous on a 4 étages, mais voilà, quatrième, troisième étage, on s'était dit ce sera plus simple. Et en fait, c'est aussi de d'essayer d'orienter et d'argumenter quand il y a les 10 minutes où on échange de ça avec eux, quoi. Je ne sais pas si ça répond. Ici, en fait, un rôle plutôt de facilitateur, un chef d'orchestre est bien Ouais. approprié aussi. Christelle, est-ce que c'est aussi ce que vous avez vécu en amont et pendant la visite? Alors, on a eu un petit décrochage informatique. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir entendu la question dans son intégralité. C'est la Alors, place de la l'organisation. question portait principalement sur le rôle que vous avez eu en amont et pendant la visite en tant que responsable qualité D'accord. et comment vous avez vécu, en fait, tout simplement, cette expérience. Alors effectivement, par rapport aux certifications précédentes, je rejoins Romain. Sur les autres certifications, on était ultra présents sur toute la ligne. En préparation, pendant la visite, après sur le rapport et les observations. On est un peu en première ligne tout le temps. Là, sur cette version de certification, et je pense que c'était déjà un peu le cas sur la 2024 que nous, on n'a pas connue, on est plus en retrait pendant la visite. Alors, la part de préparation en amont, elle reste indéniable et importante. Pendant la visite, c'est sûr on intéresse beaucoup moins les experts, entre guillemets. Après, en fonction des organisations des établissements, par exemple, comme c'est le cas chez nous, pour ma part, j'étais présente à tous les audits de système. Donc, c'est quand même aussi un certain nombre de réunions avec les experts visiteurs, mais ça, je pense que c'est propre aussi à chaque établissement. Mais sur le reste des parcours traceurs, patients traceurs, on n'est pas interrogé. Il nous reste le traceur ciblé événement désirable, où là, par contre, en général, on est quand même bien en première ligne. Mais je dirais que notre rôle pendant la visite, pour autant, on se tourne pas les pouces. Non. Et ça nous permet justement d'être dans le retrait, d'avoir un rôle beaucoup plus centralisateur pour faire un retour d'expérience des différentes évaluations qui ont pu se passer avec les différents experts. Donc, c'est-à-dire que nous, on avait désigné pour chaque évaluation un rapporteur pour chaque groupe qui venait me restituer un petit peu ce qui s'était dit pendant l'entretien avec l'expert, les points positifs qui avaient été soulignés, puis évidemment les points sur lesquels les équipes avaient senti que ça avait tiqué un petit peu ou des choses sur lesquelles les experts avaient peut-être pas eu toutes leurs réponses. Et ça nous permettait de pouvoir corriger au niveau du service qualité ces points-là et de se retrouver en fin de journée sur un petit copil quotidien de fin de journée pour résumer tout ça et préparer un peu le plan de bataille avant d'aborder le temps d'échange du matin avec les experts. Donc déjà, avoir une connaissance et connaître les sujets sur lesquels il y avait peut-être des points d'éclaircissement à apporter ou des compléments d'information aussi à transmettre aux experts ou des documents de preuve aussi à leur montrer davantage. Et comme ça, d'être prêt pour le lendemain matin en ayant aussi préparé qui était le plus à même d'apporter cette information-là en fonction des profils métiers de ceux qui étaient à la réunion au débrief du matin avec les experts. Donc malgré tout, la visite reste intense, mais avec un rôle un peu différent que ce qu'on a pu connaître sur les autres certifications, effectivement. Mais un rôle de facilitateur et de coordination interne et pas forcément en interaction directe avec les experts visiteurs. Non. Il y a Romain qui veut excuse-moi, Romain. Non, mais je voulais juste compléter. C'est vrai qu'il y a ce côté. En fait, on prépare le lendemain et on priorise sur ce qu'on a entendu aussi. Et des fois, c'est pas toujours simple. J'ai pas d'exemple en tête, mais par exemple, voilà, nous ça commençait le mardi. Le mardi, on a entendu beaucoup de choses. Et en fait, des fois, il y avait des interprétations aussi des pros sur quelque chose qui allait pas ou fallait aussi, je sais pas comment dire, faut garder la tête froide, sinon ça peut partir rapidement, quoi. Assurer le partage d'informations en continu et la Mm. conscience de la situation à tous les niveaux. Et justement, sur le partage d'informations, de mobilisation, un acteur incontournable de cette visite de certification, ce sont les patients. Oui, donc effectivement, là, on a abordé
en première partie de la table ronde sur comment l'encadrement pilote la démarche et puis comment les équipes s'emparent également des résultats et de la démarche. Et d'un point de vue patient, usager, association d'usagers, partenariat avec les patients, comment dans vos deux établissements vous avez impliqué, travaillé avec des associations d'usagers ou des patients pour justement proposer un partenariat avec le patient comme l'un des attendus actuels de ce nouveau cycle. On va commencer par Romain, puisque tu avais la parole. Nous, alors on n'a pas de maison des associations, hein, mais on a 4 représentants des usagers qui sont participants. On a une CDU qui est active. On a des représentants des usagers. Alors c'est vrai on a dû faire 2, 3 réunions quand même pour préparer l'audit, enfin la rencontre des RH. Mais en fait, c'était déjà quelque chose qui était en place. Nos représentants des usagers, on va dire annuellement, ils se présentent aux professionnels, ils expliquent ce qu'ils peuvent faire, etc. Enfin voilà, c'est des petites choses, mais ils sont dans notre livret d'accueil du professionnel, donc les pros savent à peu près ce qu'ils font et voilà, en fait, ils sont identifiés et je pense que déjà, pour les experts visiteurs, c'était quelque chose de savoir à quoi ils servent et où ils sont, en fait. Et Voilà. sur la partie partenariat, comment vous avez pu valoriser le partenariat que vous pouvez faire avec les patients? Là-dessus, pour être honnête, on est moins bon parce que il y a cette distance qui se met avec, alors déjà la catégorie, la moyenne d'âge de nos patients et on n'a pas de patients partenaires identifiés, si c'est ça la question. C'est en projet, mais on n'en a pas actuellement. Ok. Et pour l'achat des Saint-Sauveur, comment vous avez pu mobiliser et valoriser tout ce que vous faites avec les patients? Alors de notre côté, pour ce qui est des représentants des usagers, c'est sûr qu'on les a beaucoup mis à contribution, hein. D'ailleurs, ils le disent, hein, qu'ils ont aussi vécu cette visite intensément, aussi bien sur le plan de la préparation que du vécu pendant la semaine. On a des RU, actuellement, on en a 3/4. Pendant la visite, on en avait 2/4. On avait nos 2 titulaires très investis qui contribuent à la vie de l'établissement. Au-delà de la CDU, ils sont aussi participants des autres instances de l'établissement. Ils participent aux analyses de causes profondes quand on en réalise sur des événements indésirables associés aux soins ou événements graves. Ils avaient formalisé leur projet des usagers. Ils ont participé aux visites à blanc qu'on a pu réaliser, aux restitutions qu'on en a faites. Et pendant la visite, on les a aussi énormément inclus. Donc, ils étaient à la réunion d'ouverture, ils étaient au point d'étape tous les matins. Ils ont participé à l'audit système engagement patient en plus de la rencontre des RU et ils ont aussi participé aux traceurs ciblés sur les événements indésirables associés aux soins. Donc les experts ont bien vu qu'il y avait un réel partenariat, une vraie collaboration concrète établissement-RU. À ce niveau-là, ça a été souligné très favorable. Et ça, c'est effectivement un levier aussi, quoi. Ouais, c'est un gros levier à mon sens pour démontrer aussi de la transparence et de la collaboration avec les usagers qui est faite sur l'établissement. Et pour le versant des partenariats patients partenaires ou patients experts, sur le groupe Elena Santé, on a un patient expert salarié avec un athlète paralympique qui intervient périodiquement sur les établissements en proposant certaines actions. Alors nous, comme on était récemment intégrés au groupe, on n'avait pas eu l'occasion de bénéficier de son intervention directe. Mais par contre, à défaut de patients experts réellement intervenus ou de patients partenaires également associés à la structure par convention ou autre, on a pu largement valoriser tout le travail d'association d'usagers avec lesquels on fonctionne en fonction des différents types d'activités, hein. On a des associations, notamment sur l'antépostpartum, qui ont formé nos sages-femmes autour du deuil périnatal. Sur la pédiatrie, il y a énormément d'associations de parents qui interviennent aussi en soutien. C'est plutôt ça, effectivement, qui a été valorisé. Donc, toutes ces actions-là, elles ont réellement été mises en avant et voilà, c'est quelque chose de concret que les équipes aussi peuvent restituer et que les patients aussi ont restitué. Les experts, on a vu que c'était pas
juste entre guillemets De d'une l'écrit. façade et de l'écrit, c'était aussi vécu et bien connu de tout le monde. C'est important ce que vous venez de souligner. C'est pas tant le patient partenaire qui est recherché, c'est plutôt le partenariat patient. Et ça se lit plus dans le quotidien des équipes, la façon dont il y a une collaboration avec les associations ou l'expertise patient. Et le patient partenaire, c'est une forme de partenariat en fait avec l'établissement. Alors, si on a regardé un peu globalement les éléments de préparation, votre rôle, mais au moment de la visite, il y a un élément clé qui est un peu le totem de la visite, c'est le réel vécu des équipes pendant cette visite de certification qui détermine un petit peu la dynamique, l'adhésion au projet qualité des soins et sécurité des patients. Concrètement, à l'HAD, comment ont vécu les équipes ce moment de visite de certification où les experts visiteurs sont quand même très présents à leur côté? Mais plutôt bien en fait, hein. Plutôt bien. Alors je pense qu'on avait tout basé aussi sur la préparation, ce qui fait que voilà, les soignants savaient finalement où ils allaient et vers quoi en tout cas on allait les interroger. Donc on a pu lever un petit peu les craintes que pouvaient avoir les soignants. C'est vrai qu'on a essayé aussi de travailler à regarder quels soignants étaient là les jours une fois qu'on a eu le calendrier pour essayer de préparer au mieux et en tout cas d'inviter les soignants qui étaient plus proactifs, qui étaient dans la discussion sur ces moments-là. On avait beaucoup travaillé aussi, comme je disais tout à l'heure, sur un support qui pouvait aider les soignants à répondre, ce qui fait qu'ils ne se sont pas sentis arriver comme ça à pas savoir comment ils allaient être interrogés. Donc, ils y allaient finalement plutôt assez sereins. Puis bon, nous, voilà, c'était aussi de les rassurer en leur disant, mais en fait, on fait du bon travail tout au long de l'année. Vous allez juste valoriser effectivement ce que vous faites là sur ce temps-là et vous connaissez. Enfin, effectivement, je rejoins Romain sur les formulations HS. Bah, c'est pas le parler soignant du quotidien. Donc c'était plutôt ça finalement qui mettait à défaut. Mais en soi, ils se sont sentis quand même bien à l'aise et ce qui a fait que même les experts ont pu nous remonter que sur le temps, en tout cas d'échange avec les professionnels, où généralement c'est compliqué parce qu'ils rament, parce que voilà, et ben ils ont trouvé presque une satisfaction, pas presque, une satisfaction à échanger avec nos soignants, nos équipes, parce que c'était pas que des soignants, c'était toutes les équipes. Et puis, on avait aussi quand même les experts visiteurs plutôt bienveillants et qui mettaient aussi bien à l'aise. Donc ça, je pense que ça aide beaucoup. Et à mon avis, nos équipes, par rapport à nos expériences précédentes, on y allait plutôt en se disant, bon, on a été habitué à des équipes peut-être un peu moins dans la bienveillance ou en tout cas avec des positionnements un peu plus questionnant parfois. Donc là, l'arrivée de cette équipe-là, je pense que dès les premières évaluations et dès les premières rencontres avec les équipes, ça a tout de suite levé aussi l'éventuelle appréhension qu'il peut y avoir sur le caractère des experts visiteurs qu'on avait, puisqu'ils étaient totalement dans la bienveillance, ils cherchaient vraiment à échanger et à valoriser au maximum ce qui pouvait l'être. Alors, pour autant, en étant très exigeants, parce qu'ils regardaient tout et ils questionnaient tout pour faire un recoupement avec les différents professionnels. Demander d'aller dans des dossiers qui n'étaient pas forcément prévus non plus. Donc, tout ne peut pas être calculé en amont. C'est vrai que. Mais ils ont toujours cherché à plutôt tirer la pelote pour essayer de creuser. Tiens, vous m'avez parlé de ça, ça a l'air intéressant, vous pouvez nous en dire plus. Ils ont vraiment ouvert la voie au dialogue et je pense que ça aussi, ça a été apprécié des équipes. Des éléments justement du vécu des équipes, ça peut être cette observation, cette évaluation au travers des nombreux critères impératifs. De ton côté, Romain, est-ce que c'est des éléments de difficulté vécus par les équipes, ce regard sur des critères bien ciblés? On pense notamment, par exemple, à l'hygiène des mains, pour citer celui-ci, ou l'appropriation autour des événements indésirables. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles pour les équipes à vivre? Vous voulez dire pendant la visite ou dans ce qu'on... Après, pendant, après.
L'hygiène des mains, je pense que c'est quelque chose, faut jamais arrêter. Je sais pas si les hygiénistes, mais euh, c'est euh, c'est comme beaucoup de sujets où en fait faut répéter parce que il y a ce côté. Euh, je le fais pour l'assertif. Je sais que enfin, on m'explique quand même pourquoi, mais en fait, j'ai toujours fait comme ça, ou les autres le font pas. Du coup, je reprends mes mauvaises habitudes. Et là, c'est notre rôle aussi d'être vigilant là-dessus. Euh, sur la visite en elle-même, les pros, c'est pareil, on a eu que plutôt des bons retours. On avait fait un mini questionnaire. En fait, ils ont été un peu plus durs sur la préparation que la visite. Parce que alors nous, enfin, à les écouter, en fait, on n'a pas préparé assez. On n'a pas fait assez d'audits comme ils faisaient, etc. Nous, on était un peu, on s'est dit, en fait, on aurait dû y aller un peu plus. Il y avait ce format, on veut pas non plus les assommer et puis les préparer s'ils sont pas vus par les experts. Enfin, les préparer, je veux dire vraiment en détail avec ce que je disais, les guides éléments de réponse. Donc en fait, il y a plus sur la visite, ça n'a pas posé de problème. Tous ceux qui ont rencontré les experts visiteurs ont trouvé ça intéressant et courtois. Euh, si ça, c'est peut-être juste un point de vigilance pour les autres établissements. Nous, alors c'est peut-être aussi les congés juste avant qu'on pas aidé, mais il y a eu pas mal de changements durant l'été et certains pros, ça faisait beaucoup en fait. Quand c'est pas qu'on fait à la va-vite au dernier moment, mais il y a forcément des choses qui se sont débloquées durant l'été et ça faisait pas mal de changements. Merci. Si c'était à refaire, l'HAD Saint-Sauveur, sur quel point vous referiez différemment? Vu le contexte de l'établissement, je pense qu'on aurait difficilement pu faire vraiment autrement. On s'est posé la question hein, déjà, mais à refaire, je pense qu'on referait à peu près la même chose. Oui. Le point qui pourrait être optimisé, je pense, aussi bien pour l'organisation avec les experts que la préparation des équipes et leur disponibilité pendant la visite, c'est plus au niveau du calendrier sur l'organisation des patients traceurs. Puisqu'en HAD, il faut aller au domicile des patients. Et dans le planning qui avait été validé sur le calendrier de visite, on avait des temps où premier patient traceur, on va à domicile, on revient, on interroge l'équipe, on repart voir un deuxième patient, on revient interroger une deuxième équipe. Donc on avait prévu le calendrier comme ça et on avait aussi demandé aux équipes d'être disponibles sur ces créneaux-là à ce moment-là. Et au final, le médecin expert, il a dit non, moi je préfère voir les deux patients d'un coup et puis je verrai les deux équipes après dans la foulée. Donc ça a chamboulé un petit peu le planning et forcément l'organisation des soins aussi. Il a fallu la revoir un peu en urgence sur le moment. Donc ça serait peut-être éventuellement de réfléchir un peu plus sur ça, comment optimiser le calendrier de visite et l'organisation effectivement de ces déplacements des experts sur le terrain. Mais je pense que sinon, au niveau de la préparation des équipes après, c'est vrai qu'on n'avait pas le choix non plus, mais ça a été sur la date de septembre c'est pas les congés avant l'organisation, c'est pas la meilleure des périodes. Voilà. Mais ça dépend pas forcément de nous. Oui. Ce qui a vraiment aidé, ça a été quand même tous les coachings, les mises en situation, le travail en amont avec les patients traceurs qu'on faisait déjà régulièrement, avec la restitution auprès des équipes. Et puis voilà, on voit bien que de toute façon, ça se fait pas 4 mois à l'avance, quoi. Et je pense que sur le travail au long cours, ce qu'il faut qu'on arrive à faire un peu plus, c'est de réussir à mettre plus de liens pour les équipes entre les actions d'amélioration qu'on met en œuvre et leur origine. Voilà. Et tels audits vont nous amener à mettre en place telles actions d'amélioration et effectivement de pouvoir recommuniquer plus régulièrement cette action-là ou ce nouveau matériel, c'est en lien avec la satisfaction des patients ou l'événement indésirable, ceci, cela, pour qu'ils aient ce réflexe aussi de comprendre le pourquoi du comment et que ce soit plus naturel pour eux. Et que ça soit plus naturel et qu'il y ait du sens, qu'ils mettent du sens. Voilà. La question du sens, essentielle. Il nous reste un petit quart d'heure, donc l'idée c'est aussi de pouvoir
vous posez les questions des participants, il y en a déjà quelques-unes. Quelques-unes dans le chat. Une première question pour Romain, pour le SMR Saint-Claude. Quel support avez-vous utilisé pour guider et préparer les équipes de soins? Tout à l'heure, tu nous parlais d'un petit guide qui avait été transmis aux équipes. Si tu pouvais nous en dire un peu plus. Alors oui, enfin, il y a deux formats. Il y avait Ma Certif en poche pour être transparent, on a piqué ça à une des cliniques pas loin de Saint-Claude. On a piqué l'idée. C'était un petit fascicule avec ouais, une vingtaine de pages où en fait on a catégorisé l'essentiel du manuel. C'est même très synthétique, mais c'est les bases sur, bah, par exemple, hygiène en 2 pages, c'est un peu compliqué, mais c'est zéro bijou. Enfin, c'est vraiment les attendus des critères impératifs entre autres, il y avait même une page ce qui ne doit pas être vu pendant l'assertif, avec bon ce côté honnête aussi on sait ce que c'est la réalité du terrain, mais ça, on veut plus voir pendant l'assertif. Avant, après, parce qu'en fait, ce document-là, on va le garder aussi. Il est déjà redistribué. C'est plutôt les attendus qualité, sécurité des soins, quoi. C'est plus juste m'assertif. Donc ce guide-là, vraiment à tous les professionnels, avec il y avait même du numérique, hein, il n'y avait pas que qualité, sécurité des soins, et un guide un peu plus poussé avec on repartait des grilles qu'on peut retrouver sur Calista, et on avait donc mis soit des éléments de réponse quand c'est possible, ou au moins que les professionnels qui allaient être sollicités à l'audit bah, trouvent les bonnes infos, quoi. Parce que on sait bien que là aussi c'est expert visiteur dépendant, mais des fois on a un expert qui va suivre sa grille euh, petit A, petit B, petit C, et puis d'autres qui vont amener plutôt ça dans une conversation, et au moins le guide permet de retrouver ces infos. Et je sais qu'il y a des pros qui sont venus avec, ça leur a pas été reproché, c'était pas non plus les bonnes réponses à donner, quoi. C'était plus des Ok, éléments de réponse. ok, merci Romain. On a également une autre question qui vous concerne, qui concerne les deux établissements. Sur vos fiches anomalies, est-ce que vous pouvez zoomer sur quelle thématique elles portaient et les points bloquants qui ont été révélés en visite? Bah, l'achat D, c'est rapide, je crois. De notre côté, on a eu une fiche anomalie en lien avec les prescriptions conditionnelles, puisque, alors je ne sais plus sur quelle méthode d'évaluation le médecin expert l'a constaté, mais il y avait dans un des dossiers une prescription conditionnelle pour laquelle il n'y avait pas la valeur seuil de déclenchement, sachant qu'en parallèle, le médecin était en train de la corriger, je crois, quasiment, quasiment en même temps. Donc, en tout cas, ça a été constaté et fait l'objet d'une fiche anomalie, mais ça n'a pas été retrouvé dans les autres dossiers et sur les autres Par contre, ils évaluations ont réalisées. cherché. On Ils a ont bien cherché. vu Ah oui, que ils ont cherché partout après. là, ils ont été cherchés dans tous les dossiers. Donc, effectivement, je pense que dès qu'il y a une anomalie, l'idée, c'est de se dire, OK, est-ce que c'est juste une fois? Mais là, c'est bien senti que chaque évaluation, ils allaient vraiment chercher dans le dossier. Ils regardaient à chaque fois, effectivement, sur les prescriptions conditionnelles. Et après, sinon, de façon globale, les principaux points de vigilance ou qui ont amené à débat avec les équipes et les experts, c'est un peu sans surprise le circuit du médicament. Avec en HAD la partie sécurisation du transport, sécurisation du domicile et puis l'administration, notamment dans le cadre du FAM. Voilà. Moi, je pense que c'est ça que je remonterais. Merci. Et pour le CMR Saint-Claude? Alors moi j'ai une petite liste, je vais la reprendre d'ailleurs. Donc 2 fois prescription conditionnelle non argumentée. Bon, il y en avait une, les médecins ont pas mal discuté, mais voilà, c'était le fait de pas avoir de valeur seuil pour la douleur enfin là c'était dans les 2 cas, c'était pour la douleur.
Donc ça, même si on a essayé de corriger rapidement, c'est quelque chose qui, on va dire, a été déjà bien identifié. Et en fait, des fois, euh, c'est des choses qui ont du mal à évoluer. Les prescriptions d'antibiotiques, ils ont retrouvé dans un dossier, donc là pour le coup c'était pas tous, mais une réévaluation qui n'avait pas été faite sur un antibiotique. Il y a une fiche anomalie donc sur la satisfaction et l'expérience du patient sur la prise en compte des résultats par l'équipe. Euh, En fait, nous on le fait, mais on va dire au global, hein. Je leur dis, on a trois étages polyvalents et un étage UCC, et du coup de mettre les trois étages ensemble, ça leur convenait pas, et ils estimaient qu'en fait l'analyse était insuffisante. Donc c'est vrai que là, enfin, l'objectif 2026, c'est de partir sur plus de terrain avec le cadre, le responsable qualité, sur des retours et des échanges sur les questionnaires de satisfaction. De même pour les événements indésirables. Ça, c'est pas quelque chose qu'ils ont mis en fiche anomalie, mais ils nous l'ont. Enfin, voilà, c'est suggéré aussi. En autre fiche anomalie, donc là on en a eu deux sur les urgences vitales, donc une discutable sur les moyens matériels. Nous, le choix avait été fait de mettre un seul chariot, un seul défibrillateur sur tout l'établissement. Bon, il s'avère que l'expert visiteur, le médecin était aussi urgentiste, et pour lui ça ne suffisait pas. Donc en pleine visite, on a acheté un défibrillateur. On a essayé d'amener des éléments, mais bon, pour eux c'était pas suffisant. Et l'autre thème, c'était l'évaluation de notre dispositif d'urgence, parce que donc ok, il y a notre numéro unique qui a été mis en place, qui est connu des professionnels, etc. Mais en fait, comment on prouve que notre dispositif fonctionne? Et c'est là où en fait on a manqué un peu de temps aussi, parce que ça faisait qu'un an que ce dispositif était bien effectif, et on a été un peu sec là-dessus. Et je crois que c'était tout en fiche anomalie. Je cherche. Non, oui, c'était ça. Donc, comme l'a dit la HAD, c'est vrai qu'il y a des fiches où en fait ils nous le pointent. Mais je pense que c'était pareil aussi dans les versions précédentes. Mais même si on essaye de corriger, ça reste dans le rapport et dans le suivi de l'assertif, quoi. Ok, merci Romain. On a un mini retour d'expérience dans le chat, puisque Marie de la Chatte des Vendées, au fur et à mesure, apporte également son expérience. Donc, n'hésitez pas à consulter ce que Marie puisse mettre. Et on avait une question aussi à Chadet Saint-Sauveur sur la disponibilité de vos RU. Et il y a un participant qui demande par curiosité quel est le profil, voilà, comment il se fait qu'il puisse être aussi disponible pour votre établissement. Alors, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein, la disponibilité des RU. On sait qu'ils sont très occupés souvent par ailleurs avec leurs multiples activités. De notre côté, jusqu'à fin 2024, on avait eu pas mal de RU. On avait 3 RU et puis on en a 2 qui ont dû, pour raison personnelle, démissionner. Donc, il ne nous restait plus qu'une RU titulaire qui était aussi très engagée sur des CDU d'autres établissements et puis au niveau de son association à Parkinson 49. Donc, c'est vrai qu'en termes de disponibilité pour intégrer des démarches, soit faire des expérimentations avec nous, participer à des journées thématiques, c'était un petit peu plus compliqué de participer à des portes ouvertes avec un atelier RU sur site. Et on a eu un renfort de RU avec un nouvel RU qui est arrivé sur 2025. Donc, ça lui a permis d'avoir un binôme facilitateur, on va dire, pour justement intégrer ces démarches-là. Et lui, il fait partie de l'association CADUS. Il le dit lui-même, un passé de syndicaliste. Donc, très, très engagé dans les réunions, dans aussi les échanges. Les échanges et investi. Ouais, très investi et qui a aussi très à cœur, il a pris son rôle très à cœur tout de suite et d'emblée, il a dit, oui, s'il y a des analyses d'événements graves,
je vais m'organiser pour venir. Les recueils d'expériences patients, je vais aussi me détacher du temps pour y être. Et lui aussi était à cheval sur la CDU d'autres établissements et pour le coup, il a fait le choix de quitter certains établissements pour avoir plus de disponibilité aussi pour le nôtre. Mais c'est vrai que c'est très RU dépendant, hein, on le sait. Ça reste un travail bénévole là aussi et c'est pas simple et inégal en tout cas d'une structure à l'autre par rapport aux personnes qu'on peut avoir. Euh, Moi, je vois enfin, c'est pas une question, mais le retour de Marie sur grille de choix des parcours traceurs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que ils vous ont écouté sur vos choix ou est-ce que, enfin, dans quel format ils vous ont demandé parce que nous, enfin, du coup, je le fais dans l'autre sens. Il y a une visite, une visio un mois avant la certif, euh, et l'expert visiteur médecin nous avait dit, moi, je veux la liste des patients du jour présent de la visite et vous me mettez tel ou tel critère. Donc, il y avait un tableau à préparer. Et bon, nous on avait adapté, on avait mis est-ce qu'ils sont interrogeables, etc. Mais en fait, ils voulaient pas du tout qu'on l'oriente sur tel ou tel étage, telle ou telle pathologie. Enfin voilà. Alors, de notre côté, on a aussi utilisé le temps de visio de préparation pour creuser ce point-là. Alors, nous, on avait testé la HAS pour voir si on pouvait l'anticiper un peu plus d'un mois avant la visite, parce que vu des congés d'été, on avait envie d'avoir le calendrier un peu plus en amont, donc on a pu faire la visio dès le mois de juillet. Et on a échangé avec la coordo qui n'était pas le médecin expert. Mais en tout cas, on a vu avec elle les critères qu'ils voulaient qu'on leur présente pour le choix des patients traceurs. Parce qu'après, parcours traceur, c'est nous qui avons la main. Et dans la mesure où aussi on est de l'HAD, donc il faut se déplacer à domicile. Bon, pour elle, il y avait aussi des critères restrictifs supplémentaires, des patients qui sont à moins de 10 minutes de l'HAD. Enfin, voilà, on avait aussi des éléments de ce type-là pour resserrer un peu l'entonnoir de choix des patients. Leur âge, bien sûr, le mode de prise en charge, s'il y avait des aidants ou pas. Des aidants, contention, pas contention. Contention, pas contention, des précautions complémentaires ou pas, contention ou pas. Voilà. Et puis, on avait pu aussi indiquer des petits éléments en particulier complémentaires. Je pense à une famille en pédiatrie finalement qui n'a pas pu être vue, mais on est sur une prise en charge avec des jumeaux. Donc, on s'est dit, bon, des jumeaux, ça va peut-être les intéresser en matière d'identité-vigilance. Donc, on avait pu aussi rajouter ce genre d'éléments sans trop savoir après comment le médecin expert, lui, ferait son choix et ce qu'il ferait plouf dans la liste qu'on avait lue. Elle nous avait indiqué 3 à 5 patients maximum par type de patient traceur demandé. Bon, c'est ce qu'on voulait faire. Et non pas de mettre toute la liste qui correspondait. Donc, ça restreignait aussi pas mal le choix. Et après, c'est lui qui choisissait et puis ça dépendait vraiment, quoi. C'était si lui, il avait déjà vu ce qu'il voulait voir chez un autre patient et que il avait eu ses réponses, il demandait pas forcément à revoir le même type de patient. Globalement, on lui présentait quand même plusieurs patients, il choisissait, mais on sentait qu'il y avait une discussion possible. Oui, sur notamment des patients qui se dégradaient, notamment sur les soins pas ou autres. Il était très à l'écoute de ça pour réajuster. Ou à l'inverse, des fois, des propositions qu'on a pu lui faire et lui dire, j'ai pas envie de revoir ça, donc vous me trouvez un patient. Voilà, donc on cherchait. Donc, en dernière minute. Par contre, oui, c'est un réajustement de dernière minute quotidien, oui. C'est vrai que ça, c'est un élément important dans la méthodo des experts visiteurs, c'est que c'est vraiment à la main des experts visiteurs. Donc, il y a des propositions qui sont faites par l'établissement au travers de critères spécifiques. Mais à tout moment de la visite, les experts visiteurs peuvent redistribuer les cartes de la visite et solliciter soit d'autres profils de patients au regard de ce qu'ils ont pu voir, voire même demander à faire des parcours sur d'autres secteurs que ceux initialement. Donc ça nécessite de l'agilité, et vous l'avez très bien partagé tous les deux. C'est qu'il y a le calendrier, il y a ce qui est préparé, et puis il y a toute l'adaptation à faire au quotidien pendant les jours de visite. Et on a toujours de toute façon le côté expert dépendant qui aura toujours sa place malgré tout dans ces visites de certification. On arrive à 14 heures, donc un grand merci à vous trois et à vous deux établissements pour votre partage d'expérience. On pourrait encore avoir plein de questions associées. Je pense que
Il y a plein de questionnements autour, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir peut-être poursuivre les échanges sur l'espace collaboratif dédié de Talk Spirit. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences comme a pu le faire Marie sur le chat. On va peut-être même faire, Hmm. on aurait presque envie d'extraire ton retour d'expérience, Marie, pour pouvoir le partager sur le Talk Spirit. Donc, si l'envie t'en prend, n'hésite surtout pas. Et puis, on va repartager notre écran pour en faire un petit focus sur quelques ressources et la suite. Je te laisse la parole. Ouais. Donc, on Antoine. va zoomer sur trois principales ressources qui nous paraissaient intéressantes par rapport aux échanges que l'on a eus et puis la philosophie du sixième cycle. La première ressource, c'est pour donner le cap et accompagner l'encadrement médical et paramédical, puisqu'on voit bien que dans ce sixième cycle, cet encadrement a une place prépondérante dans l'animation des résultats qui comptent pour l'équipe et pour le patient. Et les deux ressources qu'on vous propose, c'est notre guide EasyLead. Et puis la deuxième ressource, c'est le parcours déployer une dynamique qualité et sécurité des soins au cœur des équipes avec les fiches méthodes associées. La deuxième grande ressource pour accompagner le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, donc avec le guide EasyRex et puis également le parcours retour d'expérience sur la gestion des EIAS. Et puis la dernière ressource dont on voulait vous parler, c'était pour donner le cap et accompagner le déploiement de l'expérience patient et du partenariat avec notre guide structure et faire vivre l'expérience usagée et puis également des ressources ponctuelles qu'on peut travailler avec France Asso Santé et puis notre patiente partenaire Soraya. Alors, pour retrouver toutes les ressources ben, sur notre site internet via le menu du haut établissement de santé, puis vous pouvez filtrer en fonction de vos activités. Le calendrier des 45 minutes. Donc pour 2026, on a simplifié les choses. Dorénavant, les 45 minutes auront lieu le jeudi à 13 heures, puisque l'année précédente, c'était un petit peu dispatché sur tous les jours de la semaine et à 2 heures différentes. Et le prochain 45 minutes, donc le 9 avril, qui durera lui bien 45 minutes, c'est sur le binôme médico-soignant. Autre rencontre, notre première rencontre régionale qui aura lieu le 19 novembre avec comme thématique culture, qualité, sécurité des soins, un engagement au cœur des pratiques. Et puis, nouveauté également 2026, on fait le tour de la région avec nos rencontres départementales. Donc, on a fait le 5 février la Loire-Atlantique et cette semaine, avant-hier, on a fait le Maine-et-Loire. Et le prochain département, ça sera la Mayenne le 28 avril. Et puis pour terminer, ben, pour nous suivre, donc le site internet, notre chaîne YouTube pour retrouver l'ensemble de nos replays, notre profil LinkedIn, et puis comme le disait Noémie, notre plateforme TalkSpirit, et notamment avec l'espace dédié à la communauté de pratique des établissements de santé. Et si vous n'êtes pas membre de cette communauté de pratique, envoyez-nous un petit message sur contact pour qu'on puisse vous intégrer et pour poursuivre les échanges qui ont débuté aujourd'hui avec ce sixième cycle. Eh bien, Et bien voilà. nous vous remercions pour votre participation. De nouveau, merci à la Chadé Saint-Sauveur et au SMR Saint-Claude. Et nous vous donnons donc rendez-vous le 9 avril ou avant si vous participez, bien entendu, aux activités de Calirène. À très bientôt. À très bientôt. Merci.